Derrière le masque de ma belle-fille. En tant que mère, mon vœu le plus cher est de voir mes enfants rayonner de bonheur, trouver l'amour et forger leur propre destin. Mais lorsque je suis témoin de la douleur qui déchire l'un d'entre eux, mon cœur se serre d'une douleur incommensurable. C'est avec une émotion profonde que je désire partager cette histoire, espérant qu'elle puisse servir de leçon pour chacun d'entre nous. Mon mari et moi, nous sommes les heureux parents de 4 merveilleux enfants. Les 3 aînés ont déjà tracé leur propre chemin dans la vie, laissant seulement notre dernier fils, Matteo, à nos côtés. Il venait de faire ses premiers pas dans le monde du travail après avoir brillamment achevé ses études. Tout en lui prodiguant des conseils affectueux sur la recherche d'une petite amie et la construction de sa propre destinée, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une pointe d'inquiétude pour lui. Matteo ne partageait ni la taille imposante, ni le charme flamboyant de ses aînés, et sa nature réservée suscitait en moi une inquiétude constante. J'avais cette crainte persistante qu'aucune jeune femme ne saurait apprécier la véritable beauté de son être. Un jour, Matteo est venu nous annoncer qu'il avait rencontré une jeune fille qu'il souhaitait nous présenter. Mon mari et moi avons ressenti une étrange combinaison de surprise et de joie. Le jour où Matteo nous a présenté sa petite amie, nous avons été tout simplement stupéfaits par la beauté de cette jeune femme. Eugénie était une fille ravissante, d'une élégance rare, et elle dépassait même Matteo en taille. Le simple fait de prononcer son prénom, Eugénie, évoquait charme et gentillesse. Elle se montrait extrêmement courtoise et sociable, et je ne pouvais m'empêcher d'être intriguée. Comment une personne aussi magnifique avait-elle pu s'intéresser à mon fils? J'ai finalement posé la question à Matteo, qui m'a expliqué que malgré son apparence, il était plutôt apprécié par les filles, et que Jenny avait été celle qui avait pris l'initiative de l'aborder pour le connaître. Malgré cela, nous avions des doutes quant à la durée de leur relation. Au fil des jours, Matteo nous l'a amené de plus en plus souvent à la maison, et chacune de ses visites a été un enchantement. Eugénie a rapidement conquis nos cœurs avec sa gentillesse rayonnante et sa joie de vivre contagieuse. Bien qu'elle ne soit pas encore officiellement ma belle-fille, elle avait déjà adopté l'habitude de m'appeler « Mam ». Dès qu'elle franchissait le seuil de notre maison, sa première question était invariablement « Où est Mam ?» Et elle me cherchait partout, comme si notre maison était incomplète sans ma présence. Si elle me trouvait en train de désherber dans le jardin, elle s'écriait « Mam, laisse-moi t'aider !» Et malgré mes refus, elle s'attelait à la tâche avec une détermination touchante. Même lorsque je préparais le repas, elle insistait pour aider, me demandant « Mam, dis-moi ce que je peux faire pour t'aider ?» Parfois, elle prenait même le couteau des mains, insistant pour couper les légumes. À chaque visite, elle avait l'habitude de nous apporter quelque chose, que ce soit des fruits, des gâteaux ou d'autres petites attentions. Je n'avais jamais rencontré une jeune femme aussi dévouée et aimable. Même mes 2 autres belles filles, que j'appréciais beaucoup, n'avaient pas ce même sens de dévouement. En seulement quelques mois, elle avait conquis le cœur de toute la famille. Mes fils aînés, mes belles filles, ma fille et mon gendre la voyaient comme la compagne parfaite pour Matteo. En tant que parents, nous étions tout aussi séduits par Eugénie et nous attendions avec impatience le moment où Matteo ferait d'elle notre belle-fille. Le jour où ils ont enfin pris la décision de se marier, une vague d'allégresse a submergé notre cœur. Nous avions eu l'occasion de rencontrer les parents et la famille d'Eugénie, des gens tout aussi aimables. Leur soirée de mariage demeurera gravée dans nos mémoires, une célébration mémorable. Étant donné que Matteo avait tout juste commencé à travailler, nous leur avons offert la possibilité de vivre avec nous dans notre vaste maison, le temps qu'ils économisent suffisamment pour se construire un nid douillet. Les premiers jours se sont écoulés sans encombre, mais petit à petit, nous avons observé un changement chez Eugénie. Comme Eugénie n'avait pas encore de travail, elle avait l'habitude de se lever aux aurores pour apporter son aide dans toutes les tâches de la maison. Mais son comportement s'est peu à peu altéré. Elle ne sortait que rarement de sa chambre. Par pudeur, je n'ai pas osé poser des questions, craignant qu'elle ne soit malade ou qu'elle attende un heureux événement. Les jours passaient et elle s'enfermait de plus en plus souvent dans sa chambre, se contentant de s'acheter de la nourriture qu'elle dégustait en solitaire. Puis, un jour, leurs voix se sont élevées en une dispute violente dans leur chambre. Intriguée et inquiète, j'ai frappé à leur porte pour savoir ce qui se tramait. Eugénie m'a alors crié de ne pas m'immiscer dans leurs affaires. Un jour, alors que Eugénie n'était pas à la maison, j'ai finalement questionné Matteo au sujet de leur dispute et du changement subit d'Eugénie. Matteo a soupiré, puis il m'a confié que seulement 2 semaines après leur mariage,
Eugénie avait commencé à exprimer son mécontentement, refusant de continuer à vivre sous notre toit. Elle insistait pour que Matteo déménage avec elle et qu'il se trouve un logement pour vivre en couple. Matteo avait résisté à cette idée, préférant économiser davantage d'argent en restant chez nous pour acheter leur propre maison. Eugénie affirmait que notre maison n'était pas la sienne, et c'est pourquoi elle s'est cloîtrée dans leur chambre, refusant de s'impliquer davantage. Il m'a révélé que chaque soir, ils se disputaient, qu'elle lui rappelait qu'elle était mariée à lui et non à ses parents. Matteo m'a avoué qu'il ne savait plus comment gérer cette situation, qu'il se sentait pris au piège entre Eugénie et nous, ses parents. J'ai alors partagé avec Matteo mes sentiments, lui rappelant que nous ne les avions jamais contraints à vivre sous notre toit, et que, en tant que parents, notre plus grand désir était de voir leur bonheur. Si Eugénie ne se sentait pas à l'aise chez nous, alors il valait mieux qu'ils envisagent de vivre indépendamment. Même s'ils n'étaient pas encore en mesure d'acheter leur propre maison, je lui ai suggéré qu'ils pourraient louer un appartement en attendant. Mon cœur était lourd de préoccupations pour leur bien-être, mais je voulais que Matteo sache que nous soutenions avant tout leur bonheur. Lorsque Matteo a annoncé à mon mari son intention de quitter notre maison pour vivre avec Eugénie, mon mari lui a posé une question pleine de préoccupations. Il lui a demandé pourquoi il souhaitait partir, sachant qu'ici, il n'avait pas de loyer à payer ni de factures à régler et que nous prenions en charge tous les besoins essentiels, y compris la nourriture. Mon mari insistait sur le fait que c'était la meilleure façon pour Matteo d'économiser suffisamment d'argent avant de prendre leur envol. À ce moment-là, Matteo a ouvert son cœur à son père, révélant que ce n'était pas lui qui désirait partir, mais plutôt Eugénie, qui éprouvait de plus en plus de mal-être à vivre sous notre toit. Mon mari a alors répondu avec une pointe de tristesse dans la voix que dans ce cas, Matteo devait suivre son propre chemin, quelle que soit la décision qu'il prendrait. C'était un moment chargé d'émotions pour notre famille. Après avoir emménagé dans leur petit appartement à 20 minutes de chez nous, Matteo et Eugénie sont devenus invisibles dans notre quotidien. Même lorsque mon mari avait besoin d'aide pour porter des charges lourdes ou pour des travaux de bricolage, Matteo s'excusait en nous conseillant de faire appel à ses grands frères. Même lors des repas de famille, leur absence était palpable, car Eugénie n'avait aucun désir de s'y joindre. À certains moments, la présence de Matteo me manquait tellement que je composais son numéro avec l'espoir qu'il vienne nous rendre visite. Mais chaque fois, il me répondait avec une voix empreinte de regret qu'il ne pouvait pas faire le déplacement. Chaque refus de Matteo accentuait mon sentiment de vide et de tristesse, laissant un profond manque dans nos vies familiales. Un soir, mon mari m'a posé une question qui reflétait sa propre perplexité. Pourquoi Eugénie avait-elle semblé si gentille et dévouée envers nous avant leur mariage, nous offrant son aide pour tout, alors qu'après le mariage, elle nous ignorait totalement, comme si nous n'existions plus pour elle? Ma réponse, empreinte de tristesse et d'incompréhension, fut que je ne savais pas pourquoi elle avait agi ainsi, mais qu'il se pouvait qu'elle ait joué un rôle pour obtenir ce qu'elle voulait, et une fois ses objectifs atteints, elle n'avait plus besoin de faire semblant. Cette révélation a ajouté une touche d'amertume à notre histoire, car elle était partie au-delà de nos espérances. Avec le temps qui passait, Matteo et Eugénie ne décrochaient plus du tout leur téléphone. Même ses propres frères avaient du mal à joindre Matteo. Nous laissions des messages, mais les réponses se faisaient toujours attendre. L'inquiétude grandissait en nous et un sentiment d'impuissance nous gagnait. C'est alors que mon mari et moi avons pris une décision. Nous devions nous rendre à leur appartement. Nous avons frappé à leur porte à maintes reprises, mais aucune réponse ne venait. L'angoisse commençait à nous étreindre alors que nous attendions sur le palier. Nous avions entendu du bruit à l'intérieur. Cependant, personne n'est venu ouvrir. Mon mari a alors attrapé mon bras, son visage affichant une résignation triste, et il m'a conseillé de partir, arguant que cela ne servait à rien d'attendre. En sortant de l'immeuble, nous avons aperçu Eugénie, qui a écarté les rideaux pour jeter un coup d'œil à l'extérieur, puis elle s'est retirée derrière le tissu opaque. Les larmes emplissaient mes yeux tout au long du trajet de retour, emportant avec elles un mélange de peine et d'incompréhension. La distance qui se creusait entre nous et notre fils était devenue insupportable. Un mois plus tard, alors que mon deuxième fils et ma belle-fille célébraient la naissance de leur premier enfant, ils avaient convié toute la famille à se joindre à la fête. Ce jour-là, après avoir reçu des dizaines de messages de la part de mon deuxième fils au cours de la semaine, Matteo et Eugénie ont enfin décidé de se montrer. Alors que ma fille et mes deux autres belles-filles s'affairaient en cuisine, Eugénie restait assise, visiblement repliée sur elle-même, sans échanger un mot avec personne. Au bout d'une demi-heure, elle a discrètement fait signe à Matteo de s'approcher. J'étais assise, juste en face d'eux, berçant tendrement le nouveau-né dans mes bras.
C'est à ce moment-là que j'ai entendu Eugénie murmurer à Matteo qu'elle voulait rentrer, qu'elle ne supportait plus de se trouver parmi des étrangers. Matteo a tenté de la calmer en lui rappelant que nous étions sa famille et qu'il partirait après le repas. Soudain, Eugénie a pincé l'oreille de Matteo, puis lui a ordonné de lui remettre les clés de la voiture. Une dispute a éclaté entre Matteo et Eugénie, leur voix s'élevant dans une cacophonie d'émotions. Ma fille est alors intervenue, tentant de convaincre Eugénie de rester et de partager le repas avec nous. Mais Eugénie lui a répondu de ne pas se mêler de leurs affaires. Elle nous a confié qu'ils avaient des problèmes à régler en privé. Matteo, visiblement accablé, nous a révélé que sa femme était devenue trop difficile à gérer et qu'il se sentait contraint de lui obéir. Il s'est excusé de devoir partir tout en exprimant son désarroi. Eugénie a tiré brusquement Matteo par le bras et sans un mot de plus, ils ont quitté la maison, laissant derrière eux une atmosphère pesante chargée d'incompréhension et d'inquiétude. Ce soir-là, après avoir quitté la maison de mon deuxième fils, l'inquiétude m'a étreinte et j'ai essayé en vain de joindre Matteo au téléphone, mais personne ne répondait. Mon mari a tenté de me réconforter en me conseillant de ne pas trop m'inquiéter, en arguant que nous devions leur laisser de l'espace pour vivre leur propre vie et résoudre leurs problèmes. Cependant, alors que nous dormions encore profondément, des coups à la porte ont brusquement retenti vers 5 heures du matin. Intrigué et alerté par cette situation, mon mari s'est précipité pour ouvrir la porte. C'était Matteo, son visage marqué par la détresse. Il s'est jeté dans les bras de son père en s'écriant « Papa, j'ai tellement mal, j'ai l'impression que je vais mourir. » Mon mari lui a immédiatement demandé ce qui s'était passé, et Matteo a révélé qu'il avait été victime de violences de la part d'Eugénie. Mon mari l'a aidé à s'installer sur le canapé où Matteo gémissait de douleur. Je me suis précipitée pour examiner son état, et lorsque j'ai soulevé son haut, nous avons été horrifiés. Son corps entier était couvert de bleu, avec son dos particulièrement meurtri, parsemé d'ecchymoses. J'ai posé à Matteo la question de savoir s'il avait eu une altercation physique. Il m'a confié que c'était Eugénie qui l'avait violemment agressé, tandis que lui avait essayé avant tout de se protéger. Cette révélation a fait monter la colère chez son père, qui, l'interrogeant avec émotion, lui a demandé pourquoi il n'avait pas riposté, soulignant qu'il était un homme, et se demandant pourquoi il s'était laissé frapper de la sorte. Matteo, la voix tremblante et les yeux emplis de chagrin, a expliqué qu'il avait bel et bien tenté de se défendre, mais qu'en raison de sa stature plus frêle et de sa taille inférieure à celle d'Eugénie, il n'avait malheureusement pas été en mesure de la repousser. Cette triste réalité mettait en lumière la douloureuse impuissance de Matteo face à la violence infligée par sa propre épouse. Matteo nous a ensuite confié, à la voix chargée d'émotion, que depuis leur installation dans l'appartement, Eugénie l'avait contraint à nous ignorer. Elle lui avait avoué qu'elle avait joué un rôle pour plaire à toute la famille afin de pouvoir l'épouser. Cependant, une fois son objectif atteint, elle lui avait révélé qu'en réalité, elle nous détestait tous, qu'elle ne souhaitait que sa présence et rejetait sa famille. Les mots d'Eugénie avaient été cinglants. Elle avait demandé à Matteo de nous exclure de leur vie et de ne se préoccuper que de deux. Cependant, Matteo s'était obstiné à ne pas céder à ses demandes. Pour le faire plier à sa volonté, Eugénie avait alors sombré dans la violence, l'insultant et le frappant à maintes reprises. Chaque désaccord entre eux se transformait en dispute amère, aboutissant invariablement à des actes de violence déchirants. La relation toxique qu'ils entretenaient était marquée par des émotions tourmentées et des comportements inacceptables. Puis, Matteo nous a relaté que la veille, pour venir au repas, ils avaient eu une violente dispute avec Eugénie qui lui avait infligé des coups de pied. Malgré ces maltraitances, Matteo avait persévéré dans sa décision de nous rejoindre. C'est pourquoi la dispute avait repris lors du repas familial. Une fois de retour à la maison, la dispute avait malheureusement continué comme à leur habitude, et Eugénie avait de nouveau déversé sa colère en le violentant, l'obligeant à endurer ses coups tout au long de la soirée. Matteo, à bout de patience, avait finalement exprimé son exaspération en la menaçant de répliquer aux violences. Mais Eugénie lui avait rétorqué qu'elle irait à la police si jamais il osait la frapper, affirmant que la police serait plus encline à croire une femme battue qu'un homme dans cette situation délicate. Eugénie s'était alors emparée d'une de ses chaussures à talons et pendant que Matteo était recroquevillé, elle lui avait infligé des coups d'une violence inouïe dans le dos, à tel point que Matteo avait craché du sang. Dans un moment de supplication, il lui avait imploré d'arrêter, lui rappelant que si jamais il venait à perdre la vie, elle emporterait le poids. C'est à ce moment-là qu'elle avait enfin cessé ses actes de violence et s'était retirée dans la chambre. Matteo, titubant et meurtri, s'était dirigé vers la salle de bain pour prendre un médicament contre la douleur. Par la suite,
il était sorti de la maison pour trouver refuge dans sa voiture. Pendant de longs moments, il avait médité sur sa situation, réalisant qu'il ne pouvait plus continuer à vivre avec Eugénie. Il avait compris qu'à un moment ou à un autre, sa vie serait en danger. C'est alors qu'il avait pris la décision de venir chez nous pour chercher de l'aide. Les larmes me sont montées aux yeux, et dans ce moment de révélation, j'ai été accablée par le poids de l'ignorance de tout ce que mon fils avait enduré. Le voir dans cet état de souffrance déchirait mon cœur, car depuis sa plus tendre enfance, nous n'avions jamais levé la main sur lui. Mathéo, la voix empreinte de vulnérabilité, nous a alors conseillé de ne rien entreprendre contre Eugénie, car il avait pris la décision de se séparer d'elle. Il nous a confié qu'il éprouvait une peur paralysante face à Eugénie, mais qu'il était résolu à mettre un terme à cette relation destructrice en optant pour le divorce. Ces mots étaient chargés d'émotions, oscillant entre la douleur de la séparation et l'espoir d'une vie meilleure. Le lendemain matin, notre famille s'est réunie pour discuter de la situation. Mon fils aîné a évoqué la possibilité de porter plainte auprès de la police, mais Mathéo a catégoriquement refusé cette idée, souhaitant éviter de créer de problèmes pour la famille d'Eugénie. Il croyait fermement que sa famille était composée de personnes honorables et que seule Eugénie était à l'origine de ces problèmes. Plus tard dans l'après-midi, Eugénie est venue frapper à notre porte. Mon mari m'a conseillé de garder mon calme et de lui ouvrir la porte, bien que nos émotions soient à vif dans cette situation délicate. À peine entrée chez nous, Eugénie, visiblement agacée, a exigé de savoir où nous avions caché Mathéo, exprimant sa volonté de le ramener à la maison. C'est alors que, malgré mes propres émotions, j'ai posé la question à Eugénie. Pourquoi elle avait frappé Mathéo? Sa réponse fut sèche et dépourvue de remords. C'était leur problème, pas le nôtre. Elle a ajouté que si elle l'avait frappé, c'était parce qu'il l'avait contredite. Je lui ai ensuite demandé si Mathéo l'avait également frappé, mais elle m'a avoué que non, qu'il n'avait rien fait contre elle. Elle avait cependant insisté sur le fait qu'il devait savoir se défendre, puisqu'il était un homme, et que s'il ne pouvait pas se protéger lui-même, comment pourrait-il la protéger si elle se faisait agresser? J'ai dit à Eugénie que Mathéo n'était en aucun cas une personne violente. Nous lui avions inculqué, dès son plus jeune âge, la valeur du respect envers les femmes, ce qui ne signifiait pas qu'il était incapable de se défendre dans des situations appropriées. J'ai tenté de lui faire comprendre que la violence ne pouvait pas résoudre leurs problèmes et qu'il devait plutôt essayer de discuter calmement pour trouver des solutions. Mais Eugénie avait répliqué avec arrogance, affirmant qu'elle n'avait pas besoin de mes conseils et qu'elle était une personne que personne n'osait contrarier, même pas ses propres parents. Ensuite, elle nous avait adressé ces paroles avec un ton chargé de menaces. « Vous savez, moi, je n'ai peur de personne. J'ai un passé de délinquante. J'ai commis de nombreux délits. Ma famille n'ose pas me contrarier. Tout le monde a peur de moi. C'est pourquoi je n'ai jamais réussi à trouver un mari. Maintenant que j'ai Mathéo, je ne le lâcherai pas. » Ces paroles avaient enfin éclairé le mystère de son comportement toxique. La tension était à son comble, mais mon mari, gardant son calme, lui avait conseillé de rentrer chez elle, en expliquant que Mathéo avait besoin de temps pour se calmer. Il avait promis qu'une fois que Mathéo se sentirait mieux, il rentrerait à la maison. Eugénie nous a avertis des conséquences si nous osions lui mentir. Puis, elle était repartie, laissant derrière elle une atmosphère lourde d'appréhension. Après le départ d'Eugénie, j'ai pris l'initiative d'appeler les parents d'Eugénie pour les informer de la situation critique, leur expliquant que leur fille avait violemment agressé notre fils et que Mathéo envisageait désormais le divorce. La mère d'Eugénie m'a alors confié qu'elle croyait en notre version de l'histoire et qu'elle reconnaissait que sa propre fille était sûrement responsable de ce chaos. Elle m'a révélé le passé tumultueux d'Eugénie, marqué par des fréquentations dangereuses et des bagarres fréquentes, jusqu'à ce qu'elle finisse par faire de la prison. Après cette expérience, elle avait réussi à calmer ses ardeurs, mais malgré sa grande beauté qui attirait de nombreux prétendants, dès qu'il découvrait son passé trouble, il préférait s'éloigner d'elle. La mère d'Eugénie m'a expliqué qu'à l'époque où sa fille avait rencontré Mathéo, elle lui avait conseillé de changer, de ne plus adopter un comportement de délinquante. Cependant, il semblait que les habitudes d'Eugénie n'avaient pas évolué, et ses tendances violentes avaient finalement refait surface. Cette révélation m'a laissé entrevoir un aperçu troublant de la vie de la jeune femme, marquée par son passé tumultueux. Lorsque Eugénie a été mise au courant de la demande de divorce, une rage incontrôlable s'est emparée d'elle. Elle est venue à plusieurs reprises pour dégonfler les pneus de la voiture de Mathéo. Parfois, elle guettait sa sortie du travail pour le confronter avec des insultes et des menaces effrayantes. Finalement, Mathéo a été contraint de déposer une plainte, ce qui a conduit à une ordonnance lui interdisant de s'approcher de Mathéo. Cependant, bien qu'elle ait cessé de le harceler directement, elle continuait à le suivre partout,
que ce soit dans les boîtes de nuit, les restaurants ou même les magasins, pendant des mois. La police se trouvait dans l'incapacité d'intervenir, car ces lieux étaient publics, et Eugénie avait tout à fait le droit de s'y rendre. Face à cette persécution incessante, Matteo a finalement pris la décision de déménager et de s'installer dans une autre ville pour échapper à son emprise. Eugénie a poursuivi sa quête acharnée pendant des mois, me posant parfois des questions sur la destination de Matteo lorsque nous nous croisions, bien que je feignis l'ignorance. Il a fallu attendre 2 longues années avant que Matteo se remarie, et même à ce moment-là, nous avons dû garder le secret pour célébrer son mariage en toute discrétion. Eugénie n'a finalement lâché prise qu'après avoir attendu pendant 3 longues années. Aujourd'hui, cela fait 5 ans. Matteo goûte enfin au bonheur aux côtés de sa femme et de leur premier enfant. Et en tant que parents, notre cœur est comblé de joie pour lui. Cependant, lorsque nous repensons à cette période tumultueuse avec Eugénie, nous réalisons à quel point il est difficile de déceler la part sombre cachée derrière une apparence si jolie, douce et amicale. C'est une leçon de vie qui nous a marqués profondément. Récemment, nous avons appris qu'Eugénie avait finalement trouvé quelqu'un d'autre et qu'elle avait quitté la ville pour construire sa vie avec cette personne. Cette nouvelle nous laisse un sentiment mitigé, à la fois soulagé de ne plus avoir à affronter ses tourments, mais aussi empreint d'une certaine compassion et de l'espoir qu'elle ait trouvé un chemin vers un bonheur plus paisible. Cette histoire nous rappelle que la vie peut être complexe et surprenante, mais que l'amour et le soutien de la famille restent inestimables dans chaque défi que nous rencontrons.